Bonsoir, ravi de vous retrouver pour cette émission où nous allons donner la parole. On va vous donner la parole sans filtre, c'est le titre de l'émission. Pourquoi ? Parce que la crise politique inédite que nous connaissons mérite qu'on entende les Français. Alors vous avez été des centaines et des centaines à répondre tout au long de la journée aux questionnaires, à laisser aussi vos interrogations ou vos commentaires avec le QR code que toutes les éditions de France 3 vous ont communiqué. Vous l'avez scanné très nombreux et je vous en remercie. On fera la synthèse de ces questions, mais elles sont tellement innombrables. J'espère juste que vous aurez tous l'écho de vos préoccupations. Il y a ici des Français de toute sensibilité politique qui viennent de partout. Il y en a qui viennent de Biarritz, de Montpellier, de Marseille, d'Aix, des Hauts-de-France. Ils sont restaurateurs, ils sont patrons, ils sont infirmières et ils vont nous raconter ce que cette crise provoque dans leur quotidien, l'inquiétude qui est la leur évidemment, et puis est-ce qu'il y a des motifs d'espérer ? Évidemment, le philosophe dira toujours, il y en a, mais voilà, comment il voit l'avenir. Voilà, nous sommes à Pantin, dans un bistrot qui nous accueille et je les remercie, Doc B, et on va commencer tout de suite. Et on va commencer par un premier témoignage. Bonjour à vous. Vous êtes restaurateur. Et vous êtes un restaurateur à la fois désespéré et excédé. Alors, je ne sais pas comment vous voulez commencer, par le côté excédé ou le côté désespéré. Très rapidement, je voudrais revenir un petit peu sur l'histoire. Ça prend une seconde. Je suis un investisseur. En fait, j'ai un converti. Pardon. Un converti, mais j'ai la barbe. Un converti, si vous voulez, dans ce métier de restaurateur que j'aime. J'avais 50 ans, j'en ai 58. J'ai fait cela. Pour moi, les 8 dernières années, ça coïncide, si vous voulez, avec l'arrivée de M. Macron, même si je ne veux pas politiser le débat, mais une chose très importante est à noter, c'est qu'on a eu les Gilets jaunes, on a eu les grèves des retraites, le 5 décembre 2019, plus de trésorerie pour affronter le Covid. Le Covid, on le connaît, tout le monde en a souffert. Aujourd'hui, le PGE. Le prêt GE dont tout le monde nous dit c'était super. Alors prêt garanti par l'État, c'était pas le quoi qu'il en coûte parce que c'est nous qui le payons en fait. Et ce PGE dure jusqu'à l'année prochaine, jusqu'en mai de l'année prochaine. Très bien. Donc ça c'est l'argent qu'on vous a avancé pour supporter l'épreuve du Covid. Et que vous avez du mal à rembourser maintenant, comme beaucoup d'artisans et de chefs d'entreprise. Aujourd'hui 30 restaurants ferment tous les jours à Paris. 30. 250 sociétés de TPE, je crois, je ne sais pas si les CME, TPE, qui ferment tous les jours. Il y aura 100 000 sociétés qui vont mourir cette année. Il y en a eu 66 000 l'année dernière. C'est plus possible. Et je vais parler de mon cas très rapidement. On a eu des manifestations. Je suis dans un quartier où il y a beaucoup de manifestations. Dans le 7e, en face du ministère de la Santé. Ah oui, c'est pas de veine. Ah non, c'est pas de veine. Ouais. Avant, j'étais rue du Cherche-Midi, que j'ai dû vendre d'ailleurs parce qu'il fallait survivre au Covid. Mais là, je suis arrivé donc le 10 et le 18, comme tous les jours, avec une manne de manifestants. Ce que je ne dénonce pas. Mais j'ai appris simplement pour qu'on puisse comprendre la folie de ce qui se passe en ce moment, c'est qu'aujourd'hui les manifestants ont le droit d'apporter leur food truck. Donc vous imaginez que c'est encore quelque chose qui, à titre anecdotique, me fout hors de moi. Et l'autre chose sur laquelle je voulais insister également, c'est ce qu'on vit aujourd'hui. Ça, c'est du politique également. Mais je me sens concerné. Je vais vous dire pourquoi je me sens concerné. Parce que les manifestations, elles vont continuer. Ce qui se passe, le ras-le-bol du peuple va continuer. Mais est-ce que, puisque vous avez aussi, vous exprimez un ras-le-bol, est-ce qu'il n'y a pas une sorte de schizophrénie ? Est-ce que par moment, vous vous sentez proche de ces manifestants dans leurs revendications ? Je pense qu'on a tous des problèmes, qu'on soit syndicaliste, que l'on soit pharmacien, parce que je les ai eus il y a justement le 18, qu'on soit entrepreneur. Faut pas oublier, c'est que moi je suis prêt de fermer mon restaurant. Si j'ai encore des manifestations du même acabit que ceux de décembre 2019, c'est fini. Et la crise politique actuelle, vous la mettez en rapport avec la gravité de votre situation économique ? Complètement. Vous pouvez pas imaginer, quand vous êtes dans le commerce, dans la restauration, vous discutez avec des clients. Et je vous promets que lorsque vous les entendez, c'est vraiment très intéressant parce que c'est eux qui disent les choses. C'est comme ça que vous les ressentez. C'est pas regarder une émission à la télé, si vous voulez. C'est vraiment discuter avec des gens que vous ne connaissez pas. Et il y a vraiment aujourd'hui
comment vous dire, un rassemblement autour de pensées, et qu'elles soient de droite ou de gauche, mais c'est même plus le débat. Aujourd'hui, c'est de dire on se fout de nous, quoi. On se fout de nous. Pas plus tard que j'étais dans le taxi en venant tout à l'heure, il n'est pas normal qu'on nous demande 48 heures pour décider de quelque chose. En fait, et je vais conclure là-dessus, 500 personnes qui sont des députés, c'est eux qui gèrent la France aujourd'hui, parce que c'est eux qui refusent de laisser leur siège. Et c'est ça le problème aujourd'hui, c'est qu'il n'y a plus d'intérêt général. Alors on en parlera plus politiquement avec un spécialiste de la vie politique et de la Constitution, Benjamin Morel, qui sera là tout à l'heure. Mais je voudrais continuer ces témoignages avec vous, Audrey. Vous êtes infirmière, vous venez de Nice. On va faire bientôt d'ailleurs dans Sans filtre une émission sur la santé, sur l'état de l'hôpital, parce que je crois que c'est une des préoccupations majeures des Français. Je voulais savoir, dans votre quotidien, y a-t-il un rapport, enfin voyez-vous vous un rapport entre la crise politique et la situation quotidienne que vous vivez? Oui, tout à fait. Alors moi, je ne travaille pas dans un CHU, je travaille au centre Antoine-Lacassagne à Nice. Donc c'est un centre qui lutte contre le cancer et qui fait partie d'une fédération qui s'appelle Unicancer. Donc j'ai envie de dire que j'ai un petit peu plus de chance que les infirmiers qui travaillent en CHU. Mais les problématiques restent plus ou moins les mêmes, c'est-à-dire que les politiques de santé et les ministères se succèdent, les projets de loi et les discours aussi, mais sur le terrain, les budgets se resserrent et on vit toujours les mêmes difficultés. Ça fait 15 ans que je suis infirmière, de nuit exclusivement. Et on subit toujours un sous-effectif, un manque de matériel. Et vous avez noté une dégradation de vos conditions de travail en une dizaine d'années, où elles sont malheureusement étales, mais mauvaises depuis le début? En fait, entre ce qu'on nous apprend à l'école infirmier et quand on arrive sur le terrain, on est plein de convictions, on est plein de bonne volonté. C'est un métier de cœur, c'est un métier de passion. Et quand on voit la réalité du terrain, on déchante assez rapidement. Donc oui, on veut mettre des choses en place. Et quand j'ai commencé en décembre 2010, effectivement, il y avait déjà des difficultés qui sont exactement les mêmes 15 ans après. Et vous avez le sentiment que la crise politique actuelle aggrave les choses ou diffère la possibilité de les résoudre ou de les améliorer? Alors, je dirais pas que ça s'améliore, puisque le pouvoir d'achat est toujours ce qu'il est. Il n'y a pas d'évolution possible, très peu en tout cas. Et une infirmière aujourd'hui, quand elle commence à 1 600 €, on va dire, de jour. De nuit, on a un peu plus de chance, on a une prime de nuit qui a été augmentée de 300 € il n'y a pas longtemps, mais ça fait 25 ans qu'elle n'avait pas bougé. Donc oui, aujourd'hui, une infirmière seule, elle n'arrive pas à vivre. Surtout en région, moi je suis en région PACA à Nice, les loyers sont extrêmement chers et donc on met déjà la moitié de son loyer, la moitié de sa paye dans un loyer. Donc oui, c'est difficile de joindre les deux bouts. Vous en voulez aux politiques de donner le spectacle qu'ils donnent aujourd'hui, ou vous comprenez que voilà, il y a des forces qui n'arrivent pas à se mettre d'accord? Quel regard vous portez dessus? Non, je pense qu'il y a des choses qui sont tout à fait possibles. Aujourd'hui, on nous demande beaucoup de rentabilité, de rationalisation, d'efficience. Et en contrepartie, on vit quoi? Du sous-effectif, de la charge en soins augmentée quand on n'a pas les effectifs, des salaires bloqués, un dialogue social qui est complètement écrasé et des inégalités d'accès aux soins qui commencent à vraiment être assez prégnantes. Donc, mais oui, vous ne répondez pas à ma question. Qu'est-ce que vous pensez du spectacle? Enfin, j'aime pas le mot spectacle, de ce qui se passe dans la vie politique. C'est un désastre. Pour moi, c'est un peu un désastre parce qu'on ne répond pas aux problématiques des salariés et on ne répond pas aux problématiques des gens qui travaillent et qui sont là sur le terrain. Catherine Co, vous êtes sa voisine, vous venez de Marseille, vous êtes retraitée, oui. Militante CGT, il faut le dire, il n'y a pas de honte. Non. Donc j'imagine que vous ne portez pas dans votre cœur le pouvoir actuel et la manière dont il gère sa crise politique. C'est pas une question de porter dans son cœur. Il y a quand même une réalité et c'est la réalité qui doit nous guider. Pour les retraités, je suis désolée, mais nous sommes une cible privilégiée de ce gouvernement. Pourquoi? Par le fait que nous avons bénéficié des 30 Glorieuses. Et que, effectivement, aujourd'hui, nous serions
plus riches ou plus nantis que d'autres. Vous avez la mauvaise conscience de la boumeuse, alors? Ah ouais, non, je ne supporte pas ça. Voilà. Ceci étant dit, les retraités, ils ne sont pas à part dans cette société. Ils sont liés au monde du travail. On n'a pas de retraite si on n'a pas été actif, etc. Et donc, moi, je souhaite poser la question aujourd'hui, pourquoi il y a une recherche sur les retraités au motif qu'ils ont une meilleure, un niveau de retraite, un certain niveau de retraite, et je vais vous donner des chiffres, mais c'est 40 années de travail. C'est 40 années de travail. Donc, et on a participé, comme les jeunes participent ou les salariés participent aujourd'hui, à la création de richesses. Donc, avec quand des on est à la inégalités retraite, énormes entre les hommes et les femmes, notamment, et alors puisque ça, les carrières de femmes interrompues voilà. par les maternités, Tout à etc., fait. sont des carrières à trous, et ça se paye. Enfin, ça se paye négativement à la Alors, retraite. je ne vais pas faire Non, trop long. pas trop de chiffres. Je voudrais simplement vous dire que 60% des retraités ont une pension inférieure au SMIC. 60%. Hein. 31% de retraités gagnent moins de 1 000 € par mois. Pardon. Donc 74% sont des femmes. Donc ce ne Voilà. sont pas des nantis, c'est ça Ce que vous sont pas voulez des nous nantis. dire. Et 11% de retraités vivent en situation de pauvreté, en dessous du seuil de pauvreté. Comment vous avez vécu cette façon dont, à un moment donné, votre génération, la mienne aussi, a été comme ça pointée du doigt, y compris par un de ses représentants, puisque c'était François Bayrou, sur les boomers? C'est comme s'il y avait la recherche toujours de boucs émissaires. Alors, pour les uns, c'est des immigrés, pour les autres, c'est les ultra-riches, et puis là, c'était votre génération, notre génération. La génération des retraités, mais parce que pour justifier les choix qui sont portés, les choix politiques, il faut faire la démonstration que, bon, il y a des retraités qui, peut-être, pourraient partager le fruit de leur... C'est pas faux. Il y a quand même oui, des sauf que moi, confortables. je suis désolée, je ne partage pas. Ça correspond à mes années de travail. Voilà, donc... Vous êtes une ancienne militante CGT, vous dites je ne partage pas, je partage cherchez pas. l'erreur. Non, me faites pas dire ce que je veux dire. Je ne partage pas dans le sens du politique qui nous est pointé. Et moi, je suis une ancienne infirmière aussi, donc je partage tout ce qu'elle a pu dire. Infirmière et retraitée, enseignant. Et là, je voudrais m'adresser à vous, Farid. Vous êtes enseignant en sciences de gestion. Et j'aimerais que vous me disiez le regard que vous portez sur la crise actuelle et comment vos étudiants le ressentent, puisque j'imagine que vous en discutez pas mal. Complètement. Je vais vous dire franchement, j'ai honte du spectacle que l'on donne. Honte au reste de la France et également honte au reste du monde. Notre pays, notre civilisation qui donne ce spectacle, berceau notamment d'une partie de la démocratie. Je vais vous dire ce que pensent les étudiants. Ça fait quelques années maintenant que j'enseigne. Je le fais par passion, parce que je souhaite transmettre, parce que j'aime transmettre. Ce matin, pas plus tard que ce matin, lors d'une présentation orale, j'ai un étudiant qui me dit, alors pour la petite histoire, je forme des ingénieurs, donc plutôt aisés sur leur employabilité dans le monde du travail. Et pour la première fois, j'ai un étudiant qui me dit, je souhaite faire de la recherche en France pour mon pays. Et je lui ai déconseillé. Pourquoi déconseiller? Parce que qu'attendez-vous d'un pays qui gèle le point d'indice de ses propres enseignants depuis tant d'années? Ça veut dire que tous les ans, vous avez une paupérisation organisée. Qu'attendez-vous d'une institution qui organise ce qu'on appelle aujourd'hui vulgairement le management toxique, avec des morts à la clé? Qu'attendons-nous de ce pays-là? Et le spectacle qui est aujourd'hui donné par nos politiques est affligeant. Je veux vous dire ce que pensent les Français de ce point de vue-là. C'est du Dites mépris. déjà ce que vous pensez, vous. Moi, je pense... Que les Français, c'est compliqué de savoir ce qu'ils pensent. Alors, je pense que quand on est en province, notamment, on s'aperçoit réellement ce que pensent les Français. Et ce que je pense, à mon avis, à l'image d'une bonne partie de notre population, c'est qu'en fait, nous avons une classe politique qui méprise sa population. Lorsque nous avons un ancien Premier ministre qui ose dire que la responsabilité de la dette, ce sont les Français, alors que eux-mêmes, symboliquement, sont incapables de faire un geste. Les Français ne disent pas forcément que
ne disent pas forcément que les politiques ne doivent pas avoir d'indemnité ou ce genre de choses, mais le minimum requis, c'est-à-dire de faire un geste, de montrer l'exemple. Et nous avons une classe politique qui en est incapable. Et je vais terminer là-dessus. Je suis professeur, comme vous l'avez dit, du sciences de gestion et d'économie notamment. En analyse de risque, vous avez ce qu'on appelle un degré d'acceptabilité. Dimanche soir, je pense que nous avons passé un cap. Ce cap-là, c'est quoi? Ce cap, c'est qu'à un moment donné, les Français, quelle que soit leur couleur politique ou leur idéologie, disent « ça suffit ». Et je pense qu'il faut bien comprendre que nous sommes arrivés à ce stade-là, ce qui veut dire que si nous ne prenons pas la mesure de la situation, ça va mal se terminer pour notre pays. On passe de la Lorraine au sud-ouest avec vous, Sébastien Ménard. Vous êtes chef d'entreprise à Biarritz. Et voilà, j'avais envie aussi de vous poser cette question. Quel regard un patron établi à Biarritz porte sur la situation actuelle et le rapport qu'il y a entre cette crise politique et votre activité quotidienne, j'allais dire? Alors, établi à Biarritz, mais présent dans une dizaine de villes de France et j'ai envie de dire dans une quinzaine de villes du monde. Voilà, donc je travaille à faire rayonner la France avec mes collaborateurs, avec à peu près 14 000 personnes, pour faire valoir un savoir-faire français qui fonctionne, qui se vend, qui s'imagine, qui se construit et qui se vend à l'étranger. Alors le spectacle, il est désolant, il est risible et il en devient dangereux. Désolant parce que on a dans un pays comme la France tout pour réussir. On a un État qui fonctionne, quoi qu'on en dise. Je vais peut-être être à contre-courant ce soir, mais l'État fonctionne en France. Vous avez des routes, vous avez des hôpitaux, ça fonctionne pas très bien, on considère peut-être pas tout le monde, mais je peux vous assurer que quand on fait, comme moi, 10 000 km par semaine, en avion, pardon, on se rend compte que la France est un beau et grand pays où ça fonctionne globalement mieux qu'ailleurs, il faut se le dire. Alors, au début, on dit que c'est désolant, puis après, on en rigole, parce que finalement, on se dit que la classe politique nous a habitués à une pagaille, à un bordel généralisé. On peut voir ça à l'Assemblée depuis un certain nombre de mois, voire d'années maintenant. Et puis ça devient dangereux quand les seules solutions proposées aux Françaises et aux Français sont des solutions extrêmes. Parce que c'est de ça dont il s'agit aujourd'hui. Vous aviez, il y a un an après la dissolution, un package, un attelage d'extrémistes de gauche, moi je les cite, et puis aujourd'hui vous avez aux portes du pouvoir des extrémistes de droite. Et ça, c'est pas la France, en fait, c'est pas moi la France que je rencontre sur les marchés, c'est pas la France que j'ai dans mon entreprise, c'est pas la France que je rencontre à l'étranger. Mais force est de constater que c'est que la classe politique dite de gouvernement, celle qui est digeste, audible, acceptable, n'a pas réussi à s'entendre et n'a pas réussi à trouver les solutions. Voilà où nous en sommes. Alors ça fait vraiment écho à beaucoup de vos interventions quand vous avez scanné le QR code qui vous était proposé dans les éditions tout au long de la journée. Ce déphasage complet entre la vie politique et le ressenti des Français, alors que on a sans doute une assemblée qui est plus représentative finalement du pays qu'elle ne l'a jamais été ou qu'étaient les précédentes. Et Benjamin Morel, j'ai envie de m'arrêter avec vous sur ce paradoxe. Vous êtes donc, je le rappelle, professeur maître de conférence de droit public. Vous aviez fait une thèse sur le Sénat. Je crois. Il y a deux paradoxes. D'abord, je pense que c'est une situation inédite de la Ve République. Pendant longtemps, on a dit la Ve République, elle fonctionne parce que le président a sa majorité parlementaire. Puis est arrivée la première cohabitation, c'était nouveau pour les constitutionnalistes. Il y a eu des débats passionnés à ce moment-là, et finalement, ça a très bien fonctionné. Un président avec un chef de gouvernement issu de l'opposition. Là, le problème, c'est qu'on a une assemblée où il n'y a aucune majorité. Il y a trois forces, allons rapidement, à peu près équivalentes, et aucune de ces trois forces n'arrive à faire alliance de 2 contre 1. Et du coup, on est dans une sorte de blocage institutionnel total dont on se dit que ni une dissolution, ni même une nouvelle élection présidentielle ne serait peut-être susceptible de la modifier.
Exactement, c'est-à-dire que ce que vous évoquez, c'est en fait au fondement aujourd'hui de la vision qu'on a des institutions. Quand on pense à la Ve République, et on a tous grandi dans une Ve République où vous aviez des présidents avec des majorités, eh bien on pense que le président est tout puissant. En réalité, le président n'est pas si puissant sous la Ve République. Il a des pouvoirs d'exception, l'article 16, les pleins pouvoirs, la dissolution, on le connaît bien, celui-là il va peut-être être utilisé à nouveau bientôt. Mais sinon, sur la gestion commune des affaires, il n'a de pouvoir que parce qu'il a une majorité. Pas de majorité, pas de pouvoir. Et ce qui donne le pouvoir sous la Ve, c'est vraiment le fait de disposer de cette majorité. Aujourd'hui, le président n'a pas de majorité, donc il est impotent. Le Premier ministre n'a pas de majorité, donc il est impotent. On pourrait se dire à ce moment-là, le pouvoir vient à l'Assemblée. Mais l'Assemblée n'a pas de pouvoir non plus si elle n'a pas de majorité. Le mode de scrutin majoritaire a 2 tours. Notre mode de scrutin, on peut penser qu'il produit toujours des majorités, mais c'est pas vrai. C'est le mode de scrutin de la Troisième République et à l'époque, il n'en a jamais produit. Il ne produit des majorités que quand vous avez une bipolarisation de la vie politique. Or, vous l'avez dit, aujourd'hui, on a 3 Frances qui se regardent un chien de faïence, une France qui vote RN, une France qui vote au centre, une France qui vote à gauche, avec des électorats très défiants les uns vis-à-vis des autres, qui ne veulent pas gouverner ensemble. Oui, et des clivages énormes à l'intérieur des grands partis. Parce que les républicains ne sont pas homogènes sur leurs alliances, les socialistes ne le sont pas non plus. Donc on a une carte politique qui... C'est ça qui est paradoxal, parce que les Français pourraient se dire, après tout, le spectacle des politiques, c'est nous qui l'avons organisé, puisque c'est nous qui avons voté. Mais en même temps, ça ne colle pas. Ça ne colle pas et ça colle malgré tout à une tripartition de la réalité électorale. Vous évoquiez la perspective d'une dissolution. Moi, je veux bien qu'on fasse une nouvelle dissolution. Ce que vous disent les enquêtes d'opinion, c'est que vous n'aurez pas plus de majorité. Je veux bien qu'on fasse une nouvelle élection présidentielle, mais il est tout sauf évident derrière qu'il y ait une majorité. On peut avoir Édouard Philippe, Marine Le Pen, Jean-Luc Mélenchon, qui voulaient élu à l'Élysée, et la même panade. Parce qu'au fond, ce qui vous permet d'avoir un gouvernement et un budget, c'est une majorité. Alors quelle solution, s'il y en a une? Alors la solution, c'est d'arriver à dépasser les clivages. Et pour dépasser les clivages aujourd'hui, l'une des grandes difficultés, c'est que, on a un mode de scrutin qui ne le permet pas. Parce que la proportionnelle fluidifie la vie politique, le mode de scrutin majoritaire produit des majorités, mais s'il n'en produit pas, eh bien ça sclérose. Et ensuite, on a la course aux petits chevaux présidentielle. Si vous voulez être calife à la place du calife, président à la place du président, vous n'avez pas intérêt à composer. Et les élections pour 2027, elles sont déjà lancées. Introduire une dose de proportionnelle, ce serait une dose plus ou moins grande, ce serait une solution institutionnelle? La dose de proportionnelle, ça ne marche pas. Si vous passez à la proportionnelle, en fait, l'objectif, c'est de fluidifier votre vie politique. Prenons actuellement, par exemple, pourquoi les socialistes ont du mal à tendre la main à la majorité? Parce qu'en fait, ils ont été élus sur une configuration union des gauches. Demain, si vous êtes un député socialiste et que vous avez un candidat insoumis face à vous, eh bien, il est très probable que vous soyez mort. Or, si vous êtes socialiste et que vous êtes cohérent, votre vision de l'intérêt général, on peut la partager ou pas, mais c'est que demain, le Parti socialiste revienne au pouvoir. Est-ce que vous allez faire, pour faire passer un budget dans lequel vous ne croyez pas, le sacrifice de votre parti et de la vision qui est la vôtre? On va le savoir avec des jeunes militants qui sont là. Il y a une main qui s'est levée. Allez-y, allez-y. On vous en... Oui. Présentez-vous, car je ne sais pas qui vous êtes. Je suis retraité. Oui. Et je voulais rebondir sur ce que disait la dame. On a travaillé 40 ans et on a le droit de profiter de notre retraite. Je veux bien, peut-être au-delà d'une certaine retraite, il pourrait peut-être participer à rembourser cet emprunt. On ne sait pas trop, en fin de compte. On ne sait plus, parce que les chiffres sont tellement aberrants qu'on ne sait plus vraiment quelle est la somme qu'on doit. Mais je pense que... Et après, les politiques ont perdu beaucoup de leur crédibilité, là. On ne sait plus... On n'a plus confiance en personne, en fin de compte. Hervé Bricou, vous êtes agriculteur dans les Hauts-de-France. Oui. Cette crise politique, elle vous révolte, elle vous navre, elle impacte votre quotidien d'agriculteur? Oui, tout à fait, parce que en fin de compte, ce qu'on ne voit pas, c'est la partie financière. Parce qu'aujourd'hui, la France, elle est à la risée de tout le monde. C'est vraiment grave. Je ne pense qu'ils ne prennent pas conscience de l'enjeu actuel de toutes les entreprises. Parce qu'en fin de compte, on regarde les marchés financiers pour nos denrées, pour l'orge, le blé, tout ça. Et en fin de compte, on se rend compte que le dollar, il est arrivé à 750 et que notre euro, il est cher sur les marchés extérieurs. Dans votre domaine, il y a moins d'exportations qu'avant?
Déjà, on était exportateur et on est devenu importateur. Vous croyez pas qu'il y a un souci? Le souci, en fin de compte, c'est la responsabilité, en fin de compte, de certains choix qui ont été faits sur des productions qui ont été déstabilisées par des choix orientés, je veux dire, on se bat pour les néonicotinoïdes, mais derrière, on est obligé de traiter 5 fois en plein les champs de betteraves. Et quand on voit le résultat aujourd'hui, ben, je suis désolé de vous dire, mais c'est une catastrophe. C'est une catastrophe parce que quand on sort notre pulvé, là, je vais dire, c'est pour traiter nos plantes, c'est pour leur donner un médicament. Et quand on ne sait plus l'administrer, le médicament, ben, il y a un moment, on dit, il faut arrêter la connerie. Mais la connerie, elle est très très chère parce qu'aujourd'hui, on a réincarné des maladies du passé, comme, je vais dire, l'ergot du seigle. Et ça, c'est la réglementation et les décisions politiques qui en découlent. Politique française, mais européenne. C'est l'Europe, en fin de compte, qui nous fait énormément de tort. Et aujourd'hui, moi, ce qui me navre le plus, c'est de voir dans vos assiettes à tous, je vais dire, arriver des produits qui n'ont pas les normes. Et il y a des produits qui ont été interdits chez nous. Et les produits interdits, je vais dire, c'est pas parce que on les interdit parce qu'il y a un petit souci. Non, c'est des gros soucis. Il y a eu des très très gros soucis. Et là, moi, je suis désolé de vous dire, mais il faut être transparent avec vous. Et quel rapport avec la crise politique? Vous, par exemple, qu'est-ce que vous voudriez comme issue à cette crise? Eh ben moi, je voudrais une chose qui est très simple, c'est de donner, en fin de compte, je vais dire, un ministère à ceux qui ont des entreprises qui ont déjà vécu les problèmes. Pour trouver des meilleures solutions, il y a toujours des solutions. Ça, c'est le vieux fantasme de... Enfin, pardon, c'est pas à vous que je m'adresse en général. Ouais. C'est à la société civile plutôt que les politiques, parce que des entrepreneurs savent ce que c'est qu'une boîte, savent ce que c'est que la réalité. Mais honnêtement, dans l'histoire politique, ça a rarement donné... beaucoup de succès, l'intrusion de la société civile. Ça marche souvent assez mal pour une raison simple, c'est que maîtriser la machine étatique, c'est très très compliqué. Et qu'à partir de là, lorsque vous arrivez dans un ministère, le risque c'est de se faire balader par la haute administration qui va vous dire « vous ne comprenez pas comment marche l'État, moi je comprends ». Et c'est vrai que là-dessus, un ministre qui a déjà la pratique de l'État arrive à imposer des choses à son administration, là où c'est plus compliqué pour quelqu'un qui vient de la société civile, d'où souvent les échecs, même si encore une fois, l'expérience d'un sujet vous permet d'avoir une autre vision du sujet, et c'est souvent très compliqué d'avoir la combinaison des deux. Alors, on a été rejoint par des jeunes militants de tous horizons. Puisque quand même le climat est assez défaitiste et assez noir, on va voir si les jeunes ont une réserve d'optimisme ou de volontarisme. On va commencer par vous, Hilaire Bouillet. Vous êtes représentant de Génération Zemmour. Comment vous voyez cette situation? Et par rapport au score assez minime de votre candidat, comment vous pouvez penser être un levier pour une nouvelle situation politique que j'imagine vous espérez? Alors par rapport au score assez minime de notre candidat, Éric Zemmour en 2022 a fait 7%. Aujourd'hui, on fantasme sur un Premier ministre socialiste, les socialistes qui ont fait 1,75% à la dernière élection présidentielle. Donc on est presque en train d'assister à un hold-up démocratique de la part de nos amis socialistes. Il n'y a pas encore de Premier ministre nommé. Bien sûr, mais ça change toutes les 2 heures. Mais Olivier Faure y croit, n'y croit plus, personne ne sait trop et lui-même n'en sait rien. Pour revenir sur le spectacle, parce que c'est un mot qui est revenu, le spectacle politique affligeant auquel on assiste en ce moment, il y a un coupable qu'on ne cite pas depuis le début de cette soirée. Ce coupable, c'est Emmanuel Macron. Emmanuel Macron, en 2022, il a refusé de faire campagne. Il a refusé de participer au débat. Il s'est positionné en chef de guerre, en grand chef de la France. Il n'a pas participé au débat. Donc l'élection présidentielle de 2022 n'a pu régler aucun problème, aucun débat. Et donc, depuis 2022, il ne se passe rien. Effectivement, on n'a pas de majorité, ça a été redit, il y a 3 blocs, mais parce que les grandes questions n'ont pas été tranchées. Donc, pendant que nos politiques se donnent dans ce spectacle affligeant pour les Français, la dette augmente, l'insécurité augmente, l'école s'effondre et rien n'avance. Est-ce que vous voyez du côté des Républicains des tentations plus avouées qu'auparavant de faire cette union des droites dont vous êtes... dans votre parti, es-tu un porte-parole? Bien sûr, mais la majorité des électeurs des Républicains souhaitent l'union des droites. La majorité des électeurs du Rassemblement national souhaitent l'union des droites. Et Reconquête, dont je suis porte-parole,
est le seul parti à proposer cette union des droites. Bon, donc moi je dis à tous ces électeurs, aux prochaines élections, s'il y a une dissolution, mais nous on appelle à la démission d'Emmanuel Macron et à l'organisation d'une nouvelle présidentielle, parce que c'est la présidentielle qu'est l'élection reine, et c'est dans cette élection, l'élection présidentielle, que les débats sont tranchés, que les débats sont mis sur la table devant les Français. J'appelle les Français de droite à voter Reconquête, le seul parti qui veut, et c'est mieux, sinon je vais me faire taper dessus en revenant, mais j'appelle les Français à voter Reconquête, tous les Français qui veulent cette union des droites, parce que je pense et je suis convaincu que les trois blocs c'est bientôt fini, et que le clivage droite-gauche est en train de revenir. Je les appelle à voter Reconquête, nous ferons l'union. Livia, vous êtes de Montpellier et jeune insoumise. Oui, bonsoir. Alors nous, le constat en fait, c'est que là, depuis 8 ans, parce que Emmanuel Macron il est élu depuis 2017, depuis 8 ans, il mène une politique qui brise les jeunes, qui broie l'avenir des jeunes. On voit que les pauvres sont de plus en plus pauvres, les riches sont de plus en plus riches. Les pauvres, donc on a plus de 10 millions de pauvres aujourd'hui en France, ça explose de partout. Les jeunes, les étudiantes et les étudiantes sont obligés de faire la queue pour obtenir de l'aide alimentaire, pour obtenir quelques boîtes de conserve pour se nourrir. Là, on va arriver en période hivernale où ils vont devoir faire un choix entre se nourrir ou se chauffer, par exemple. Il y a une crise du logement aussi. Et en fait, on voit qu'en même temps, on a des riches qui sont de plus en plus riches. Les 500 premiers riches ont réussi à doubler leur patrimoine depuis 2017. Des cadeaux fiscaux, avec notamment la suppression de l'ISF. Bon, on ne va pas dérouler tout le programme LFI, on le connaît bien. Juste, alors, je vais plutôt vous titiller. Quand le soir de la législative, Mélenchon prend tout le monde de court à 20h01 et dit tout le programme du Nouveau Front Populaire, rien que le programme, alors qu'il n'a pas la majorité, est-ce qu'il n'est pas, lui, un des responsables du blocage politique qu'on connaît, puisqu'il a fermé la porte à toute alliance avec quelqu'un d'autre que le Nouveau Front Populaire, qui lui-même n'avait pas la majorité. Alors le soir des élections, du deuxième tour des élections législatives, le Nouveau Front Populaire est en tête. Alors Emmanuel Macron... Non mais en tête, ça veut rien dire, c'est une majorité. Emmanuel Macron devait nommer un Premier ministre du Nouveau Front Populaire qui arrivait en tête. Il a préféré nommer un Premier ministre qui a fait 6%. Alors si on parle de majorité, s'il y a bien quelqu'un qui n'avait pas de majorité, c'était bien à ce moment-là Michel Barnier. Donc c'est la question, elle est là. Ça devait être un Premier ministre du Nouveau Front Populaire issu qui a porté un programme de rupture avec le Nouveau Front Populaire. Mais vous n'aviez pas la majorité non plus. Oui, mais il aurait dû le faire. Alors maintenant, du coup, le problème, c'est Emmanuel Macron. Alors le problème aujourd'hui, on en vient ici. Il faut aller chercher le problème à la racine. C'est Emmanuel Macron qui doit partir. Et ça, c'est 70% des Français qui le demandent aujourd'hui. J'ai trouvé un jeune macroniste, et on a beaucoup cherché, mais on l'a trouvé, Louis Roquebert. Non, c'est une mauvaise plaisanterie. C'est quoi être jeune macroniste aujourd'hui? C'est serrer les dents et... Non? Non, jamais, jamais. On reste des éternels optimistes, même si on est assez conscient de la situation, évidemment. Mais j'entends surtout beaucoup de choses et un peu n'importe quoi là, sur les deux dernières prises de parole. Parce que... on peut se dire que le problème c'est Emmanuel Macron, mais je pense qu'on n'a pas suffisamment écouté Benjamin Morel qui nous a quand même fait un exposé assez tranquille de la situation réelle. Et on a beau se dire que le NFP est arrivé en tête, à la fin c'est faux parce qu'il n'y a pas de majorité à l'Assemblée qui le permet de gouverner. Le socle commun a eu une majorité relative qui a permis de gouverner. Certes, aujourd'hui, cette majorité s'est encore davantage étiolée. Et on a la sensation que le blocage... Parce qu'aujourd'hui, honnêtement, il n'y a ni socle, il n'y a plus de socle et il n'y a plus de commun. Mais pourquoi pas du fait du président de la République? Parce qu'aujourd'hui, le pouvoir revient à l'Assemblée nationale réellement. Et notre Constitution est suffisamment bien faite pour justement permettre ces contre-pouvoirs et à l'Assemblée nationale, en cas de majorité comme ça qui ne se dégage pas concrètement, de pouvoir réellement prendre le pouvoir. Ce qu'ils ne font pas, nos responsables politiques ne le font pas, parce qu'ils sont incapables de s'entendre. Et aujourd'hui, moi, je suis effectivement, comme vous toutes et tous, je pense, assez affligé du spectacle auquel les politiques se donnent. Et pour vous, c'est la faute des partis politiques de ne pas savoir mettre en œuvre une politique de compromis. Oui, exactement. En fait, je pense qu'il y a la capacité de savoir dépasser les clivages pour essayer de trouver un chemin budgétaire, parce que la réalité, c'est ça, c'est que on a beau se dire que c'est rigolo, il y a des petites phrases dans tous les sens, ça anime les passions, les réseaux sociaux tous les jours, mais en fait, à la fin, il y a des réalités derrière, et il y a des Françaises et des Français, il y a un budget qui ne va pas voir le jour, et le spectacle politique est assez affligeant, et le Premier ministre, ce soir, l'a rappelé encore, et l'avait rappelé il y a quelques jours, il faut qu'à un moment, nos responsables politiques fassent passer le pays avant leur parti,
qu'on cesse les ambitions de 2027 en s'ancrant dans la réalité de 2025. Et voilà, on a vu un homme d'État ce soir parler aux 20h, il s'appelle Sébastien Lecornu, et je pense que beaucoup devraient se nourrir de son débat. Baptiste Bozo, vous êtes jeune et radical, ce qui est là aussi un petit paradoxe, puisque le Parti radical est le plus vieux parti de France. C'est un parti qui a eu une très grande importance dans l'histoire de la vie politique, qu'il a moins aujourd'hui, et qui surtout a toujours prêché une forme de modération qui est totalement à l'opposé de la polarisation extrême que connaît la vie politique. Donc, comment vous sentez-vous ? Déjà, avant de commencer, j'aimerais apporter une petite précision. C'est le plus ancien parti de France. Le plus vieux, je trouve que c'est un petit peu trop péjoratif. Et oui, en effet... C'était affectueux. À mon âge, vieux, c'est presque un comme... Non, la réalité, c'est que le Parti radical, on a une histoire. On est l'histoire de la 3e et de la 4e République. On est coutumé du fait de ce qui se passe actuellement, c'est-à-dire de ne pas réussir à trouver une majorité au Parlement. Et on a cette expérience-là. Et aujourd'hui, quand je vois le débat, quand je vois les réactions dans les médias, les réactions de mes amis de mon âge ou un petit peu plus vieux, la réalité, c'est que la démission d'Emmanuel Macron, ça serait un déni de démocratie. Il a été élu en 2022. Il y a des élections présidentielles qui vont se faire dans 2 ans. La dissolution de l'Assemblée nationale, c'est une prérogative du président. C'est pas à n'importe qui de la demander. C'est au président de décider si c'est nécessaire ou non. Aujourd'hui, on est dans une crise politique, une crise institutionnelle, une crise économique qui a tendance à devenir une crise financière. Et c'est comment est-ce qu'on va la résoudre ? Et aujourd'hui, le seul moyen, à mon sens, de résoudre cette crise-là, c'est de se mettre autour d'une table, de faire l'exercice que l'on fait ce soir et de se parler. Oui, mais regardez, Benjamin Lecornu a dit quelque chose de très sensé hier ou avant-hier. Il a dit « Chaque parti me parle comme s'il avait la majorité absolue et appelle au compromis les autres, mais pas lui. » Est-ce que vous ne pensez pas à la réalité que Sébastien Lecornu, pardon. Oui, mais est-ce que vous ne pensez pas que l'ensemble de la classe politique actuelle, que tous les représentants et les chefs de parti ne sont pas en réalité déjà dans la guerre d'ego de 2027 ? Oui, mais quand bien même ceux qui voudraient avancer vers le compromis ne seraient pas forcément suivis par leur base militante. Parce que, non, mais en réalité, cette base militante, elle existe, elle a voté en 2024, aux dernières législatives, il n'y a pas eu de majorité qui a été dégagée, maintenant il faut se parler. C'est aussi les Françaises et les Français qui ont voté, qui ont sorti cette Assemblée nationale, et on doit composer avec. C'est la responsabilité des politiques de savoir composer avec cela. C'est exactement le spectacle que les Français ne veulent plus avoir. Et je vais vous dire ce qui va se passer. Il va y avoir, plus on va avancer, j'ai parlé tout à l'heure du degré d'acceptation. Vous allez avoir ce qu'on appelle un dégagisme. C'est ce qui va arriver dans notre pays. Je suis désolé, je ne suis pas constitutionnaliste. Nous avons ici un spécialiste, mais jusqu'à preuve du contraire, depuis la Ve République, chaque président a réussi à avoir derrière lui une majorité. Je ne prédis pas l'avenir, mais à un moment donné, je pense que la crise ne pourra pas être résolue par ceux qui l'ont amenée, quelles que soient les couleurs politiques d'aujourd'hui. Ça vous inquiète? Mais ça m'inquiète pourquoi? On parlait tout à l'heure d'économie. Moi, j'ai des étudiants qui, quand ils sortent de l'école d'ingénieur, sont recrutés avant même de sortir. Aujourd'hui, là, alors je parle, c'est-à-dire en octobre, nous avons des chefs d'entreprise qui, au lieu de nous envoyer les prochaines annonces pour pouvoir recruter nos ingénieurs brillants de notre pays, disent on va attendre. Et moi, je suis désolé, c'est peut-être politiquement incorrect. Nous ne pouvons pas attendre la prochaine élection présidentielle. C'est peut-être choquant pour certains, mais nous ne pouvons pas. Et ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'à un moment donné, ceux qui sont au pouvoir, quelles que soient les étiquettes politiques, doivent prendre leurs responsabilités par amour du pays. S'ils ont encore un once de responsabilité pour ce pays-là. Alors peut-être que d'un point de vue de la Constitution, effectivement, on ne peut pas forcer un tel ou un tel à la dissolution ou à la démission, mais je pense que les Français, justement, sont dans cette logique-là et il serait, à mon avis, bon de commencer à les écouter. Il y avait bien une main qui s'était levée là-bas, je n'avais pas rêvé. Allez-y, non, derrière, et à vous après. Oui, c'est tout à l'heure, je voulais rebondir sur ce que vous avez dit, ce qu'a dit le professeur et ce que vous avez dit aussi. J'étais tellement choquée, donc ça a mis du temps pour revenir à moi, mais comment vous pouvez dire la société civile, c'est un fantasme? C'est ça le problème de notre société. J'ai pas dit que la société civile était un fantasme. J'ai dit que l'idée de mettre à des responsabilités ministérielles des gens issus de la société civile comme une solution toute prête n'avait pas
par expérience, donné de grands résultats. Mais c'est carrément éliminer la société civile. Peut-être qu'il ne s'agit pas de les mettre à la position de ministre. C'est pas Ah non, ça mais dont on c'était de parle. ça dont on parlait. Ça n'était que de ça dont on parlait. C'était, puisque les politiques font pas leur boulot, on va aller chercher des gens de la société civile pour devenir ministre. C'est pas aussi manichéen que ça. C'est pas puisque les politiques ne font pas leur boulot, alors on va les remplacer du jour au lendemain par. Mais non, c'est. Vous croyez à la force de la société civile, moi aussi, donc on y a aucune Mais divergence. évidemment. Mais racontez-moi pourquoi. Évidemment, parce que tout simplement, c'est mathématique. Comment est-ce qu'une poignée d'individus peut être plus intelligent que des milliers d'individus? C'est juste pas possible, c'est mathématique. Et c'est ça le problème. Il faut arrêter de croire qu'une poignée d'individus qui se croient une élite. Et alors, là, je vais rebondir sur le professeur, parce que ça aussi, ça m'a choqué. Et ce qu'a dit Luc Julia, créateur de Syrie, qui est tout fier de dire on forme une élite. Vous savez que il était fier de dire que tous les directeurs à la Silicon Valley sur l'intelligence artificielle, c'est des Français. Mais comment on peut dire une chose pareille? Moi, on m'a dit ça. Oui, je suis enthousiaste. Moi, il y a quelqu'un qui m'a dit ça, qui m'a dit, vous, avec ce que vous faites, vous seriez mieux aux États-Unis. Je l'ai regardé, tellement choqué, parce que justement, l'argent de nos impôts, c'est vos parents, c'est les retraités, là, qui ont payé mon école publique. Alors moi, ma responsabilité, mon engagement, c'est d'écrire en français et de participer à la société française. Donc jamais j'aurais dit à un étudiant, mais non, ne soyez pas chercheur en France. J'aurais dit oui. Bien sûr, c'est pas parce que c'est pas facile que vous devez abandonner vos rêves, d'apporter votre voix à la France où vous avez été formé et de partir à la Silicon Valley là. Merci de vos convictions qui montrent que la société civile est très vivace, en effet. Mais bien sûr. Oui. Bien sûr, on est là et on agit Mais et on j'ai rien réfléchit contre, hein. et on pense avec une vraie pensée novatrice, au lieu de continuer à entretenir des partis politiques qui sont en fait des bandes de potes. Pour lesquels vous votez aux élections les uns et les autres. C'est fini. Ah ben, pour vous. Allez, Parce que attendez, nous écoutent pas. monopolisez pas la parole. Oui, je voudrais revenir sur 2-3 petits points, notamment le premier, sur le mot drôle que vous avez utilisé. Je dois vous reprendre là-dessus parce que moi je trouve pas ça drôle du tout. Vous me permettez, je vous le dis très rapidement, je pense qu'on en rigole un peu trop, mais moi je suis un chef d'entreprise, entre guillemets, donc je suis en train de voir ma boîte partir et il n'y a pas le chômage. Parce qu'on parle des égalités, mais quand on prend des risques dans ce pays, lorsqu'on se trompe et lorsqu'on se plante, on n'a rien. On est à la rue. Et aujourd'hui, croyez-moi, j'ai pas l'impression de m'être planté parce que mon projet il était mauvais. Ça, c'est la première des choses. Monsieur le professeur, vous avez dit des choses passionnantes à vos étudiants. Sachez que moi, j'ai dit la même chose à mes enfants. J'ai un enfant qui est déjà à Washington. J'en ai 2 qui vont partir, sûrement en Australie. Nous avons vécu 12-13 ans en Asie. J'ai une connaissance assez forte des métiers internationaux, même si aujourd'hui, on me classifie comme restaurateur. J'ai fait des choses dans ma vie. J'ai encore beaucoup d'amis qui sont à l'étranger. Et croyez-moi, j'entends des choses. On est la risée du monde. La risée du monde. Monsieur Morel, je voulais reprendre simplement, vous parliez de la proportionnelle, je pense que c'est très important, mais je pense qu'on oublie aussi une chose, c'est que c'est l'échec de l'arc républicain. Parce qu'aujourd'hui, vous avez 44% de personnes qui se déclarent de partis extrémistes. Aujourd'hui, 44%, c'est énorme. C'est-à-dire qu'on va dire à 44% de la population, les mecs, on ne vote pas pour eux. Et c'est pour ça qu'on arrive aujourd'hui dans une situation qu'on a, et on ne peut pas, c'est illégal, et on devrait rendre cette situation illégale. Et je vous avoue qu'aujourd'hui, je regarde un petit peu ce que propose Reconquête. Je ne suis pas trop RN, mais parce que j'ai envie d'écouter d'autres choses et donner peut-être mon soutien à d'autres façons de voir la France. En tout cas, pas celle d'aujourd'hui, je vous le dis. Benjamin Morel. Oui, non, je vous rejoins sur le fait, on pense souvent des questions institutionnelles pour régler la crise. Alors il y aurait la dissolution, on l'a évoqué tout à l'heure, aujourd'hui vous faites une dissolution, il est très probable que vous n'ayez pas plus de majorité. Vous aurez plus de députés RN qui ne peuvent pas rentrer dans des coalitions gouvernementales et donc à partir de là, vous n'aurez toujours pas de budget et vous n'aurez toujours pas de gouvernement. On parle de la démission du chef de l'État. Il n'y a pas de tabou, mais derrière, qu'est-ce que vous faites? Un chef de l'État, ça ne va pas vous donner un budget. Un chef de l'État, ça ne va pas vous donner un gouvernement, un nouveau chef de l'État. Et une dissolution derrière ne réglera peut-être rien. Et si vous en faites démissionner un, le prochain, 6 mois plus tard,
lorsqu'il sera impopulaire, on lui demandera également de démissionner. Ce que vous dites est très vrai. Le problème, en fait, aujourd'hui, il est beaucoup plus dans la manière dont on conçoit le schéma électoral. Prenez la fin de la 4e République, parce qu'on dit beaucoup, la 5e République, c'est ce qui nous a sorti de la crise. Non. Qu'est-ce qui bloque à la fin de la 4e République? Il y a 25% de communistes à l'Assemblée, avec qui on ne peut pas s'allier pour cause de guerre froide, et on a une montée du poujadisme. Et donc on gouverne sur une petite partie de l'Assemblée, et ça rend la chose complètement ingouvernable, avec quelques petits problèmes à régler. À l'époque, on est en pleine guerre d'Algérie. Aujourd'hui, vous regardez entre d'un côté le RN et la FI, avec qui, c'est pas un jugement de valeur, mais avec qui les alliances avec le centre sont impossibles, ils ne peuvent pas s'allier entre eux. Vous créez un blocage politique. Ce qui règle la question en 58, c'est pas d'abord la Constitution. Vous avez le retour du général de Gaulle, le PCF, le Parti communiste s'effondre et les poujadistes disparaissent et on gouverne de façon beaucoup plus large. Aujourd'hui, le problème, il est dans les partis, mais il est également dans l'électorat. Et je terminerai là-dessus parce que, évidemment, on aime détester les partis, mais il n'y a pas de démocratie sans parti politique. Quand vous prenez un sondage qui était paru juste avant les dernières élections législatives, 47% des Français voulaient voter contre la gauche, 44% voulaient voter contre Emmanuel Macron et 41% contre le RN. Vous avez 3 France qui se regardent en chien de faïence et qui ne veulent pas gouverner ensemble. Et les partis sont aussi le reflet de ça. Et c'est collectivement qu'il faut arriver à surmonter aujourd'hui ces blocages si demain on veut de la stabilité. Madame, à vous, présentez-vous si vous voulez bien et mettez le micro sur le menton. Comme ça. Ok, nickel. Du coup, je m'appelle Charlène, je travaille à l'assurance maladie, une institution qui malheureusement est bien malade à cause d'Emmanuel Macron, pas merci à lui. J'avais une question justement pour le représentant des jeunes macronistes. Comment vous pouvez rester aussi aveugle sur la situation, sur le fait que Emmanuel Macron ne doit pas partir, alors que même Édouard Philippe, ancien Premier ministre, pourtant macroniste de la première heure, réclame son départ. Voilà, moi j'aimerais bien avoir une réponse là-dessus. Comment vous pouvez encore parler de socle commun alors que votre socle, il est en train d'éclater en 1000 morceaux? Voilà. Merci. Benjamin Morel l'a dit, en fait. On peut demander la démission du président de la République, on peut, et il peut démissionner derrière, ou vous pouvez essayer de le destituer ou autre. À la fin, ça ne changera rien parce que... Pardon? C'est pas du tout ce que je te demande. Moi, je veux juste C'est savoir... sur la démission du président de la République. Oui, mais pourquoi Enfin, on parle quand même de Édouard Philippe, ancien Premier ministre, qui demande que Emmanuel Macron parte. Est-ce que ça vous fait pas ouvrir les yeux? Parce que Édouard Philippe prépare son élection présidentielle, il regarde ses sondages, il se sent au Havre sûrement menacé et pense qu'une élection présidentielle anticipée serait pour lui la meilleure des solutions. Mais c'est pas le cas. Parce que si on regarde concrètement les choses, ça veut dire que si demain un élu, peu importe le rang, se sent impopulaire dans son mandat, qu'il soit maire, qu'il soit député, qu'il soit président de la République, eh bien ça crée un précédent et une forme de jurisprudence qui est totalement invraisemblable et profondément dangereuse. Donc je pense que notre Constitution, nos institutions sont suffisamment bien faites pour justement éviter ce genre de choses. Et par ailleurs, il a été élu par les Françaises et les Français à 2 reprises, et d'ailleurs mieux élu au premier tour en 2022 qu'en 2017. Certes, tout n'est pas parfait, j'en suis bien conscient, parce que sinon on ne serait pas dans la situation d'aujourd'hui. Mais remettre en cause un mandat électoral, c'est franchement un jeu très dangereux. Livia, je reviens, je repensais à la proposition que Jean-Luc Mélenchon a faite il y a quelques heures à toute la gauche de se réunir. C'était hier ou avant-hier, les choses vont si vite. Comment vous, en proposant finalement la reconstitution du nouveau Front populaire, alors que depuis 2 ans, vous n'avez cessé, sous la bannière de LFI, de manifester avec comme slogan « Tout le monde déteste le Parti socialiste ». Est-ce que ça décrédibilise pas aussi les jeux d'alliance possibles à gauche, puisque finalement, vous manifestez une détestation jusqu'au moment où il faut faire une alliance électorale? Alors, nous, depuis maintenant 2024, on a été élus sous le nouveau Front populaire et donc on porte le programme du nouveau Front populaire. Et on respecte ce programme jusqu'au bout et on s'engage sur ce programme-là. C'est-à-dire qu'on ne revient pas, par exemple, sur la volonté d'abroger la réforme des retraites. Là, actuellement, par exemple, il y a la question de suspendre la réforme des retraites. Nous disons que non. Dans le programme du nouveau Front populaire, c'est une abrogation de la réforme des retraites pour une retraite à 60 ans avec 40 annuités. Et donc, la question, c'est pas en fait de savoir si on se déteste ou pas. La question, c'est de savoir sur quel programme, sur quoi, qu'est-ce que l'on porte et sur quoi. Tant que vous n'êtes pas majoritaire avec cette coalition, est-ce que vous comprenez qu'il faille faire des compromis pour faire une alliance avec
pour élargir votre éventuelle majorité. Mais je vous pose la question à vous, comme je la poserai aux jeunes et moyens. Alors, la question, alors, juste pour rappel, d'un point de vue électoral, Jean-Luc Mélenchon, en 2022, c'est 22%. On est aux portes du second tour. Tout de même, on a un il taux aurait dû être d'abstention. président à quelques milliers de voix près, mais ça, c'est un refrain qu'à parce que là aussi, sur la question électorale, etc., on a un taux d'abstention de la jeunesse et des quartiers populaires qui est relativement élevé. Ça aussi, il faut le prendre en compte. Et donc, pour ça, pour faire revenir aux urnes les jeunes notamment et les quartiers populaires, il faut proposer un programme en rupture avec le système actuel. Et c'est ça, et c'est que comme ça qu'on pourra en sortir. Sébastien Ménard, vous aviez soutenu Emmanuel Macron. En tout cas, vous étiez séduit par le discours du président. J'ai fait partie de... C'est pas une accusation. Non, mais il n'y a pas juste de... pour savoir où et vous en êtes aujourd'hui. Et je n'ai pas... vous étiez d'ailleurs majoritaire en France. Je n'ai pas le macronisme honteux, puisque moi, il s'est révélé dès 2014-2015. Et je venais de la droite. Donc, je ne suis pas arrivé, je dirais, au moment de la distribution des prébendes, des postes ou des décorations. Oui, j'étais séduit parce que la classe politique nous avait donné jusqu'alors, je dirais, un avant-goût de ce qu'on vit aujourd'hui. Et que la promesse que nous avions délivrée collectivement à l'époque était de travailler autrement, de proposer une voie de passage qui permettait de rassembler toutes les bonnes volontés de gauche, de droite, en passant par le centre. Donc ça ne pouvait être que à la fois séduisant, enthousiasmant et prometteur. Bon, la réalité est tout autre, mais la responsabilité aujourd'hui, elle n'est, j'entends ici et là est-ce que c'est celle du chef de l'État? La responsabilité, elle est collective, premier élément. Deuxième élément, je n'aime pas, à titre personnel, la désignation d'une espèce de responsable expiatoire, parce que c'est la facilité. Évidemment que en 2022, ce n'est pas le macronisme qui a gagné, c'est une certaine vision de la France en opposition à une offre politique nauséeuse qui était celle du Front National. C'est ça la réalité. Et qu'après, effectivement, dans l'exercice du pouvoir, il aurait peut-être dû faire les choses autrement, évidemment. À vous, en vous présentant. Alors, je m'appelle Mathieu, je suis cadre dans le privé. J'aimerais commencer mon propos par saluer le courage des deux jeunes macronistes qui sont là ce soir. Parce que contrairement à leur chef de parti, ils osent défendre le président Macron, qui eux tous ont abandonné le navire depuis un moment et qui se livrent à un spectacle déplorable. Mais comme je vous rassure, vous le faites aussi en défendant coûte que coûte Emmanuel Macron, qui, comme beaucoup de personnes ici l'ont cité, que ce soit des professeurs, des chefs d'entreprise ou des infirmières, est le premier responsable de la situation catastrophique dans laquelle on est. Et je suis assez affligé d'entendre deux jeunes comme vous se comporter comme deux vieux caciques de la politique qui ont 40 ans de carrière derrière eux et qui osent confisquer la démocratie en disant que ce n'est pas ni aux représentants du peuple, c'est-à-dire les élus, ni au peuple lui-même d'essayer de faire en sorte que Emmanuel Macron démissionne. Certes, la décision finale viendra d'Emmanuel Macron qui décidera ou non de démissionner, mais les gens qui ont été élus par le peuple et le peuple lui-même est en droit aujourd'hui d'exiger la démission de celui qui est fautif de tout leur malheur aujourd'hui. Les Français... Il est fautif de quoi à vos yeux? Emmanuel Macron est fautif pourquoi? Premièrement parce que à cause de lui, on a plus de 1000 milliards de dettes supplémentaires depuis son élection. C'est un record du monde. Les Français aujourd'hui sont surtaxés. On vit tous ici une surtaxe. Que ce soit monsieur qui est chef d'entreprise, monsieur, j'en parle pas, qui est agriculteur, qui je ne sais même pas s'il va réussir à finir la fin du mois. Et pourquoi? Parce que monsieur est emprisonné par les taxes et les normes. Et qui a augmenté ces taxes et les normes aujourd'hui? C'est Emmanuel Macron. Emmanuel Macron aussi est le fautif de l'insécurité dans la rue. Bien sûr, il y a des jeunes filles qui se baladent ici aujourd'hui et qui sont ici présentes ce soir, qui vont rentrer chez elles ce soir et qui vont avoir la trouille de rentrer chez elles ce soir. Pourquoi? Parce qu'Emmanuel Macron fait rentrer 400 000 étrangers par an en France. Donc voilà, Emmanuel Macron est le premier responsable de cette situation dramatique du pays. Et aujourd'hui, je me désole que des jeunes qui vivent aussi la même situation que moi vous êtes également et qui vivent la situation Zemmour. Et qui vivent la situation de chefs d'entreprise plus tard et la situation sûrement des agriculteurs défendent aujourd'hui Emmanuel Macron. Une main s'est levée là-bas. Je suis étudiant en sciences politiques et j'ai eu Monsieur Morel comme professeur à la fac avant en fac de droit. Moi, je voulais parler plutôt de la situation de la jeunesse. Monsieur l'a dit. Il a parlé
Il a parlé des départs en cascade. Monsieur Laban ne s'est pas rendu compte qu'en fait, c'est ce qu'on appelle de l'immigration, mais c'est juste que comme ils sont blancs et qu'ils sont étudiants en France, plutôt diplômés et souvent de bonne famille, on n'appelle pas ça l'immigration, mais dans l'autre sens. Moi, je voulais parler de ceux qui aujourd'hui, des 10 millions de pauvres qui sont dans le pays, qui ont le droit, eux, de réclamer le départ du président de la République, les 2000 enfants qui dorment à la rue. On n'en parle jamais, il y a 2000 gosses qui dorment à la rue, à qui on demande d'aller à l'école, alors qu'à côté, il y a 210 milliards d'aides aux entreprises tous les ans. Il y a, comme ça a été dit par madame qui est infirmière là-bas, il y a l'hôpital public qui crève par manque de budget. Il y a 2 agriculteurs qui se suicident tous les jours, et tout ça, c'est de la faute de l'organisation économique globale. C'est parce que on a un président qui a choisi les gros contre les petits, que ce soit les agriculteurs, les infirmiers, les étudiants, mais même les professeurs. C'est aussi un président qui a été condamné pour inaction climatique. Et donc pour tout ça, qui a mis 3 millions de personnes dans la rue et qui en s'attaquant à la jeunesse, aux enseignants et donc au savoir, condamne la seule matière première de la France, qui est la matière grise. Et donc en fait, quand on a détruit la matière première de son pays, qu'on a mis des millions de personnes dans la rue, qu'on a été condamné pour inaction climatique, et puis qu'on laisse des gamins dormir dehors alors que c'était une promesse de campagne du candidat Macron, pour tout ça, je crois que pour l'ensemble de son œuvre, il mérite de partir. Je crois qu'on a compris votre réquisitoire. Et je ne pense pas que la parole sera à la défense. Bon, je ne vais pas revenir sur la sémantique immigration, expatriation, parce qu'en fait, c'est complètement faux. Je suis un enfant d'immigrés. On immigre pour des raisons économiques. L'expatriation, c'est soit intellectuel, soit pour de l'innovation. Donc, ça, c'est une parenthèse. Et on n'a pas besoin, immigrés ou enfants d'immigrés, d'être défendus. On est suffisamment grand pour ça. Je voulais juste te dire une chose. Sans revenir sur la démission, pas démission du président de la République. Et je pense qu'on lui fait porter beaucoup trop, à mon avis, et Dieu sait si j'ai beaucoup de tort à lui reprocher, mais la situation, elle est la résultante des précédents également présidents de la République. Il faut dire la réalité. Je voulais juste pointer une chose. Si on veut que, d'un point de vue démocratique, notre pays puisse aller de l'avant et si on veut se projeter, au-delà des élections et potentiellement des sondages ici ou là, la réalité, c'est qu'à un moment donné, il faut qu'on donne des soupapes à la population française. Et les soupapes de réflexion, c'est quoi? C'est notamment, qu'on le veuille ou non, même si on n'a pas cette logique dans notre pays, c'est la possibilité du référendum, quel qu'il soit. Et pas la manière, et M. Morel peut-être rebondira là-dessus, mais pas tel qu'aujourd'hui c'est organisé, parce que ça ne sert à rien. Et à un moment donné, les Français, pourquoi à un moment donné les Français vont soit aux extrêmes, soit sont dans une logique du dégagisme? Parce qu'ils ont l'impression, à tort ou à raison, qu'en réalité, la classe politique dans son ensemble, que ça soit l'élu local ou le président, ne les écoute pas tout simplement. Bon, ben voilà, on peut finir, parce que c'est une perspective, en effet, renouveler peut-être les institutions par une redéfinition du champ du référendum, puisque c'est quelque chose que beaucoup de partis réclament. Mais pour ça, il faudrait qu'il y ait une assemblée et une majorité, y compris une majorité qualifiée, Assemblée et Sénat. Donc c'est pas franchement à l'ordre du jour, ou en tout cas de ces prochaines heures. Je vous remercie toutes et tous d'avoir participé à ce débat, parfois passionné, mais toujours cadré. Et puis, on a fait, je crois, beaucoup d'écho à toutes les questions et les commentaires que j'ai décryptés. Il y en avait plusieurs centaines et que vous avez transmis par QR code. Donc, je remercie aussi toute la mobilisation de France 3 et de France Télévisions pour nous aider à avoir monté cette émission extrêmement rapidement. Il y en a une autre qu'on avait enregistrée à Rouen sur la violence scolaire qui devait être diffusée ce soir. Pour des raisons d'actualité, on a changé la programmation. Ce sera pour une prochaine fois et j'aurai plaisir à vous retrouver. Bonne soirée.